Quelque chose clochait. Je recommençais à distinguer les couleurs, mais tout était complètement brouillé. J'essayais d'accommoder ma vision, mais je n'arrivais pas à fixer mon regard sur quoi que ce fût. Mon nouveau corps réagissait d'une drôle de façon. J'étais sur le dos et me sentais aussi léger qu'une plume, si léger que j'aurais pu flotter dans les airs. Comment le grand corps musclé de David Wolf pouvait-il me procurer une telle sensation ? Non, quelque chose clochait. J'avais le sentiment de m'être fait avoir. La photo qu'on m'avait montrée était-elle bien celle de ce David ? Peut-être était-il plus petit et bien plus frêle qu'il n'en avait l'air. Je voulus lever la main pour me tâter, mais elle me parut extrêmement bizarre, minuscule, et mon bras me semblait pourvu de plusieurs coudes. Brusquement, envahi par l'angoisse, j'essayais de comprendre ce qui avait bien pu m'arriver. Je réussis finalement à tâter mon corps et pousser un hurlement. Ah ! Ma peau était douce, soyeuse, recouverte d'une sorte de fourrure. Horrifié, j'appelais. « Madame Hudson, au secours, quelque chose ne va pas !» Mais ma voix elle-même avait quelque chose d'insolite. Elle était faible, inaudible, à peine un couinement de souris. Je basculais sur le ventre et tentais de me relever, agitant les bras pour rétablir mon équilibre. Et brusquement, je réalisais que mes pieds ne touchaient plus le sol. Je volais. « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» m'écriai-je de toute la puissance de ma ridicule petite voix. Je me posai maladroitement sur ce qui me parut être le placard de la cuisine. Comment pouvais-je bien tenir sur un placard de cuisine ? Je remuai de nouveau mes étranges nouveaux bras et je découvris que je pouvais en contrôler les mouvements pour me déplacer dans les airs. Je sentais bouger dans mon dos des muscles inconnus. Je fis un nouvel essai et m'envolai cette fois vers la fenêtre. Épuisé, j'atterris sur le rebord. Alors, avec un frémissement d'horreur, je découvris un monstre hideux reflété par la vitre, qui me fixait de ses yeux énormes. J'aurais voulu crier, mais la terreur me paralysait et je ne pus émettre aucun son. « Il faut que je parte de là », pensai-je affolé. Je remuai les pieds et me mis à courir. Le monstre derrière la vitre se mit à courir aussi vite. Je m'arrêtai et il s'arrêta. Je gémis. « Oh non, s'il vous plaît, faites que ce ne soit pas vrai !» Je venais de comprendre l'épouvantable vérité. Le monstre, c'était moi. C'était mon reflet dans la vitre. Madame Hudson avait fait une fausse manœuvre. J'étais emprisonné dans le corps d'une abeille. Je ne sais combien de temps je restais là, sur le rebord de cette fenêtre, à fixer mon reflet dans la vitre. J'attendais de me réveiller de ce cauchemar. J'attendais de me retrouver dans le corps musclé de David Wolf. Mais je ne ressemblais définitivement pas à David Wolf. J'avais 2 yeux énormes, de chaque côté de ma tête, et 2 minuscules antennes dépassaient de ce que je pouvais même plus appeler un front. Ma bouche était tout simplement immonde, équipée d'une sorte de longue trompe que je pouvais à mon gré allonger ou raccourcir. J'avais 3 pattes de chaque côté de mon corps velu et des ailes accrochées dans le dos. J'étais devenu l'un de ces insectes dégoûtants que je haïssais tellement. « Madame Hudson, au secours !» criai-je à nouveau. « Quelque chose n'a pas marché, aidez-moi !» Cric ! Slam ! Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Oh non ! Je réalisais soudain que Madame Hudson était partie, claquant la porte derrière elle. Je me souvenais de ce qu'elle m'avait expliqué, juste avant d'abaisser la manette fatale. Pendant quelques instants, j'allais devenir invisible. Était-elle donc si pressée de ne pas attendre que mon apparence se reforme ? Était-elle donc si sûre de la réussite de l'opération ? Une fois de plus, je venais de me faire avoir. Et cette fois, de la façon la plus horrible qui soit. Mais Madame Hudson était mon seul espoir. Il fallait que je la rattrape. Il fallait que je lui explique ce qui m'était arrivé. « Attendez !» appelai-je de toutes mes forces. « Madame Hudson, attendez-moi !» Battant des ailes comme un fou, je passai de la cuisine au salon. Par la fenêtre, je vis sa voiture encore garée devant la maison. Mais la porte d'entrée était fermée et une abeille est incapable d'ouvrir une porte. J'étais prisonnier dans ma propre maison. La porte de derrière, elle est entr'ouverte. Je me rappelais soudain que Madame Hudson en avait fait la remarque. C'était par là que ces maudites abeilles étaient entrées dans la cuisine. Je pris mon essor et constatai que je me dirigeais de mieux en mieux. Mais je ne m'attardais pas sur cette pensée. Mon unique souci était de rattraper Madame Hudson avant qu'elle ne s'en aille. Je me faufilai par l'étroite ouverture de la porte, appelant désespérément. « Madame Hudson, attendez-moi! Vous avez tout raté, je suis devenue une abeille! Aidez-moi !» Mais ma voix était si ténue qu'elle ne m'entendait pas. Je la vis ouvrir sa portière et s'installer au volant. Ma seule chance de redevenir moi-même était sur le point de disparaître. Que faire ? Comment attirer son attention ? Je volai droit à la hauteur de sa tête et bourdonnai à son oreille.
Madame Hudson, c'est moi, Grégory !» Elle poussa un léger cri et fit un geste vif de la main. Le geste que l'on fait pour chasser un insecte important. Je fus projeté vers le sol et m'écrasai brutalement sur la chaussée. Tout endolori, je bougeai la tête pour essayer de me repérer. Je découvris alors que je possédais aussi des sortes d'yeux minuscules disposés en triangle au sommet de la tête. Je les utilisais pour mieux voir. Alors, je poussai un hurlement de terreur. Un énorme pneu s'était ébranlé et commença à rouler droit sur moi. Madame Hudson allait m'écraser sous sa roue. J'allais être aplati comme le vulgaire insecte que j'étais. Je restais paralysé de terreur. Même avec mon étrange vision brouillée d'abeilles, je distinguais les profondes rainures de pneus qui roulaient lentement vers moi. Plus près. Plus près. Il faut que je m'envole de là, me dis-je, affolé. Mais dans ma panique, j'étais incapable de contrôler les muscles inconnus qui faisaient fonctionner mes ailes. Je vais être écrasé. J'émis un faible cri. Le dernier. Et la voiture s'arrêta. Tremblant de tout mon corps, je réussis enfin, je ne sais comment, à me propulser dans les airs. Oui, je volais de nouveau. Je pouvais voir Madame Hudson assise à son volant. Elle avait arrêté sa voiture le temps d'attacher sa ceinture. Eh bien, soupirai-je, les ceintures de sécurité peuvent réellement sauver des vies. Je tentai encore une fois d'appeler Madame Hudson, mais en vain. Je regardais impuissant la voiture s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une vague tache de couleur. Alors épuisé, gonflé d'angoisse, je m'envolai en bourdonnant vers un buisson de lilas et me posai sur une feuille. C'était moins une, me dis-je, tâchant de reprendre mon souffle. Une grosse chenille verte qui rampait sur une tige voisine s'approcha et se mit à mâcher à grand bruit le bord de la feuille où je m'étais posé. Je n'avais encore jamais vraiment observé une chenille jusqu'à présent. Vu de près, c'était vraiment une bête horrible, une espèce de dragon. « Va-t'en de là » menaçai-je de ma minuscule voix. Elle ne tourna même pas la tête. Les chenilles sont peut-être sourdes. J'entendis alors des pas dans l'allée et oubliai aussitôt ce répugnant animal. J'utilisai mes yeux de côté pour mieux voir. C'était maman. « Maman! Oh maman, je suis là !» lançai-je de toutes mes forces. Elle ne m'entendit pas. Je la vis monter les marches du perron et disparaître à l'intérieur de la maison. Je me sentis envahi par une vague de détresse. Ma propre mère ne pouvait même pas me reconnaître. Je m'envolai de la feuille et me mis à bourdonner désespérément devant les fenêtres de la façade. Je contrôlais maintenant parfaitement le mouvement de mes ailes, mais ce que j'aperçus à travers la vitre me causa un tel choc que je tombai brusquement dans l'herbe. Ma mère était dans le salon et elle me parlait. Du moins c'était ce qu'elle croyait, mais moi je savais bien que ce n'était pas moi. Moi j'étais là dehors, et celui qui était dans la maison avec ma mère ne pouvait être que David Wolfe. Il avait donc réussi à s'installer dans mon corps, lui. Je me posais sur le rebord de la fenêtre pour mieux voir. Ma mère parlait. Le garçon approuvait de la tête et riait. Il dit quelque chose, et en l'observant attentivement, je réussis à déchiffrer les mots sur ses lèvres. « Tu as racheté de la confiture de fraises ? Chic alors !» Ma mère lui sourit et lui passa la main dans les cheveux. Je vis qu'il l'appelait maman. Comment osait-il ? De quel droit appelait-il ma mère maman ? Non, mais pour qui se prenait-il, ce type ? Et ma mère, était-elle donc incapable de deviner qu'un parfait étranger occupait le corps de son fils ? Si les abeilles pouvaient pleurer, et je sais maintenant qu'elles ne peuvent pas, j'aurais éclaté en sanglots. De les voir tous les deux bavarder tranquillement comme ça, ma mère et ce faux Grégory me mettaient hors de moi. Comme un fou, je m'élançai contre la vitre, la percutant de toute l'énergie de mon petit corps d'insecte. « Bzzz !» bourdonnai-je. « C'est moi, Grégory. Regardez-moi. Aidez-moi. » Inlassablement, je heurtai la vitre et la heurtai encore. Mais personne dans la maison n'y prêta attention. Au bout de quelques minutes, je vis maman revenir de la cuisine avec une tartine de confiture, et l'autre moi se mit à mordre dedans avec appétit, laissant les miettes tomber sur le tapis. Je m'aperçus alors que je mourais de faim. Au fait, qu'est-ce que ça mange une abeille ? Me demandai-je. J'essayais intensément de me souvenir de ce que j'avais pu lire sur le sujet. Je pensais à la chenille mâchonnant sa feuille. Les abeilles ne mangent pas de feuilles, ça j'en étais sûr. Que mangeait-elle donc ? D'autres insectes ? Pouac ! Cette idée me donnait la nausée. J'aurais mieux aimé mourir que de manger un insecte. Je m'envolais en bourdonnant vers le jardin, essayant de repérer quelque chose, n'importe quoi qui puisse apaiser ma faim. En même temps, je remarquais que j'utilisais de mieux en mieux mon nouveau système de vision. Je me souvenais d'avoir lu un jour dans un vieil album intitulé « La vie des abeilles » que les yeux de ces insectes possédaient des centaines de minuscules lentilles assemblées en facettes. Voilà qui est intéressant, me dis-je, mais ça ne m'aide pas beaucoup à trouver de quoi manger.
Pourtant, si je pouvais me rappeler ces détails à propos de la vision des abeilles, j'arriverais sans doute à me remémorer aussi de quoi elles se nourrissaient. Je me posai sur un buisson pour réfléchir plus commodément et remarquer une délicieuse odeur. Tournant la tête, je me trouvais face à face avec une belle fleur jaune qui embaumait. Je me souvins alors brusquement de ce que j'avais lu dans mon album. Les abeilles butinent. Elles butinent le pollen des fleurs. Tout excité, je me mis à volter au-dessus de la fleur, essayant d'aspirer quelque chose avec cette espèce de longue trompe bizarre que j'avais maintenant. Mais comment s'en servait-on ? Je n'en avais pas la moindre idée. À force de volter comme ça, dans tous les sens, je me sentais complètement épuisé. Si je ne trouvais pas rapidement de quoi me nourrir un peu, j'allais tomber de faiblesse. J'avais le vertige, mes idées se brouillaient dans ma tête. Je n'étais même plus sûr d'avoir été un jour un garçon. Peut-être avais-je toujours été une abeille qui avait rêvé qu'elle était un garçon. Slam ! Quelqu'un venait de claquer une portière de voiture tout près de là, et le bruit m'avait tiré de l'espèce de brouillard dans lequel j'étais en train de sombrer. Je me tournai de ce côté. Papa ! Je le vis fermer la porte du garage, remonter l'allée et se diriger vers la porte arrière de la maison. Papa, papa, c'est moi Grégory. Papa, aide-moi. Salut Grégory, dit mon père. Papa, m'écriai-je, fou de joie. Papa, tu m'entends ? Papa, tu vas m'aider ? Mais il passa sans même me jeter un regard et s'adressa au faux Grégory qui venait à sa rencontre. Affreusement déçu, je me mis à bourdonner autour de leur tête. Tiens, fit mon père en riant, on dirait que M. Anvers a perdu une de ses ouvrières. Et il me chassa en agitant le journal qu'il tenait roulé à la main, me manquant d'un cheveu. Ah oui, M. Anvers, répéta le faux Grégory, comme s'il savait de quoi papa parlait. Allons dîner, fiston, dit papa en prenant affectueusement par les épaules le garçon qu'il croyait être son fils. Je les vis traverser la pelouse comme deux camarades et entrer dans la cuisine par la porte de derrière. Papa, attends, criai-je, attends-moi. Je me lançai à leur poursuite à la vitesse d'une fusée, déterminé à pénétrer dans la cuisine en même temps qu'eux. Blam ! La porte de la cuisine s'était refermée et mon minuscule corps d'insecte s'écrasa sur le battant comme une balle sur une cible. Pour la deuxième fois, je me sentis sombrer dans une profonde obscurité. Aïe ! Où suis-je ? Que m'est-il arrivé ? J'étais sonné. Peu à peu, je repris mes esprits et constatai que j'étais toujours une abeille. Une pauvre petite bestiole fragile qui avait failli se tuer contre une porte. Pour l'heure, je gissais sur le dos dans l'herbe de notre jardin, battant comiquement l'air de mes 6 pattes dans un effort désespéré pour m'envoler. J'étais abeille depuis 1 heure à peine et j'avais déjà failli me faire tuer 2 fois. Mon pauvre Grégo le zéro, pensais-je amèrement, même comme abeille tu ne vaux pas grand-chose non plus. Je n'avais plus qu'une chose à faire, retourner au bureau de Madame Hudson et trouver un moyen de lui faire comprendre ce qui m'était arrivé. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, mais il me fallait absolument essayer. Vrombissant sous l'effort, je réussis à me remettre sur mes pattes. Je vérifiai qu'elles étaient bien là toutes les 6 et que mes ailes fonctionnaient. Ça va, me rassurai-je, tu peux le faire. Tu n'as qu'à voler jusqu'au bureau des échanges et entrer. Après, tu verras bien. Je remuai mes ailes et m'élevai aussitôt dans les airs. Mais j'étais à peine à 1 mètre du sol quand j'entendis un bruit familier qui me glaça. Le miaulement de Grisby le chat. Brusquement, il bondit et me captura au vol entre ses longues griffes recourbées. Comme les griffes du chat se refermaient sur moi, je n'eus qu'une pensée. Pique-le, pique-le. J'allais le faire lorsque soudain je me rappelai ce que j'avais lu dans La vie des abeilles. Quand une abeille utilise son dard, elle meurt. Et je ne voulais pas mourir. Je voulais rester en vie et retrouver mon corps d'avant. Au lieu d'utiliser mon dard, il valait mieux faire fonctionner ma cervelle. Grisby ouvrit sa gueule baveuse, prêt à broyer sa petite proie ailée. Mais au dernier moment, j'ai réussi à me glisser entre ses griffes et les dents du chat claquèrent dans le vide. Je tentais de m'envoler, mais d'un coup de patte, Grisby me jeta de nouveau à terre. Il jouait avec moi comme avec l'un de ces ridicules jouets de caoutchouc que ma sœur lui offrait chaque année, à Noël. Rassemblant mes dernières forces, je battis furieusement des ailes et m'envolai aussi vite, aussi haut que possible. Un coup d'œil en arrière, un seul de mes yeux me suffit pour cela, m'apprit que le chat étonné était resté le derrière dans l'herbe, sa patte aux griffes à écarter inutilement levée. L'espace d'une seconde, je fus envahi par une extraordinaire sensation de triomphe. « Tu l'as eu, Greg, me lançai-je à moi-même. Toi, une petite abeille de rien du tout, tu as donné une leçon à cet ignoble matou. » J'étais si fier de mon exploit que j'exécutai dans les airs un grand cercle victorieux. Et whap ! Oh non, qu'est-ce que c'est encore que ça ? J'avais foncé tête baissée dans quelque chose de souple, d'élastique, qui m'emprisonnait les pattes.
Je me débattis pour me libérer, tirant, poussant, bourdonnant sourdement. Rien à faire. J'étais pris. Ha ha ha. Je frissonnais de tout mon corps en entendant ce rire bien connu, et je compris brutalement ce qui m'était arrivé. J'étais pris dans le filet de Monsieur Anvers. Une vague de désespoir me submergea. Je savais ce qui allait m'arriver. Monsieur Anvers m'enfermerait dans l'une de ses ruches, et plus jamais je n'en sortirais. « Allez, allez, mes mignonnes !» chantonnait Monsieur Anvers. « On rentre à la maison, on retourne au travail, mes petites fleurs de miel. » Bzzz. Au sourd bourdonnement qui s'élevait autour de moi, je compris que je n'étais pas la seule abeille prise au filet de Monsieur Anvers. D'ailleurs, de mon œil droit, j'en aperçus une qui me ressemblait en tout point. Elle vint se poser juste en face de moi, les antennes frémissantes. Quel monstre! Je sentis mes pattes trembler de frayeur, mais comme je me détournais, je me retrouvais nez à nez avec une autre abeille. Une autre. Et encore une autre. Chacune me paraissait plus effrayante que la précédente, avec leurs yeux énormes et leurs horribles antennes. Et toutes bourdonnaient, menaçantes en me regardant. Plus Monsieur Anvers capturait d'abeilles, plus le bourdonnement s'amplifiait. Je me retrouvais précipité pêle-mêle au milieu d'un monceau d'insectes affolés dans un grouillement de cauchemar. Je n'avais jamais été aussi terrifié de ma vie. Je hurlais de toute ma ridicule petite voix. Je tentais de grimper le long du filet, mais mes pattes et mes ailes étaient emmêlées dans d'autres pattes gigotantes, d'autres ailes frémissantes. Mon corps était coincé sous d'autres corps velus et répugnants. Malgré ma terreur, une seule pensée occupait mon esprit. Il fallait que je m'échappe coûte que coûte. Il fallait que je me rende au bureau des échanges. Il fallait que je parle à Madame Hudson. Elle seule pouvait m'aider. Puis une autre idée me pétrifia de frayeur. Si je n'arrivais pas à m'échapper, j'allais rester une abeille pour le reste de mes jours. Monsieur Anvers transportait ses prisonnières vers l'enclos grillagé et je ne savais plus que trembler et bourdonner, submergé par l'affolement. Comment une chose pareille avait-elle pu m'arriver ? Comment avais-je pu être assez stupide pour vouloir changer de corps avec quelqu'un d'autre ? Pourquoi n'avais-je pas su me satisfaire du corps en parfait état de marche qui était le mien ? Monsieur Anvers ouvrit la porte de l'enclos derrière son garage. « Nous voilà de retour, mes jolies petites fleurs de miel », roucoula-t-il. Il retourna le filet et le secoua à petits coups, faisant tomber une à une les abeilles à l'intérieur des ruches sans avoir l'air troublé le moins du monde par le bourdonnement infernal qui s'élevait. Et puis ce fut mon tour. Quand je vis les doigts de Monsieur Anvers prêts à se refermer sur moi, je m'accrochai de toutes mes pattes au filet. Je me souvenais soudain de son discours de bravache sur les véritables apiculteurs qui ne portaient pas de gants, comme lui, parce que ses abeilles avaient confiance en lui. Je regardais ses doigts s'approcher. Quel plaisir ce serait d'enfoncer mon dard profondément dans la peau de ses doigts grassouillés. Je le fais ? Je le pique ? Je ne le piquais pas. Je ne voulais pas mourir. Certes, ma situation paraissait sans issue, mais je me cramponnais encore à un lambeau d'espoir. D'une façon ou d'une autre, je réussirais peut-être à m'échapper de cette prison pour abeilles et à me retrouver dans mon véritable corps. Cela semblait peu vraisemblable, mais j'étais décidé à tenter l'impossible. « Et voilà, ma mignonne, » susurra Monsieur Anvers. Il ouvrit l'un des tiroirs de l'une de ses ruches et m'y laissa tomber. Je ne pus que gémir. « Oh !» Il faisait si sombre là-dedans. Où aller ? Que faire ? L'atmosphère était chaude et humide. J'étais environné par un bourdonnement sourd. « Je ne peux pas supporter ça, criai-je. Je ne peux pas. » Je me sentais devenir complètement cinglé. Autour de moi, des abeilles s'affairaient dans l'obscurité. Je ne bougeais pas d'où j'étais, bien trop terrifié pour risquer un pas. Brusquement, je me rappelai que je mourrais de faim. Si je ne trouvais pas quelque chose à manger, jamais je n'aurais assez de force pour tenter de m'échapper. Je me mis à tourniquer ici et là, essayant de me repérer. Du coin de mon œil gauche, je vis une abeille qui m'observait. La peur me saisit. Les abeilles s'attaquent-elles entre elles à l'intérieur d'une ruche ? Je ne me souvenais pas d'avoir lu quoi que ce soit à ce sujet. Mais celle-là avait vraiment une tête à chercher la bagarre. « Laisse-moi, suppliai-je de ma toute petite voix. S'il te plaît, lâche-moi les baskets. » L'autre abeille continuait de me fixer. Ses énormes yeux globuleux me paraissaient noirs de colère. Je reculai prudemment. « Je m'en vais, bégayai-je d'une voix aiguë. Il faut que j'aille travailler. » L'autre abeille remua ses antennes. Était-ce une menace ? Allait-elle se jeter sur moi pour me piquer ? Je tentais de m'envoler, de me cacher quelque part, mais j'avais si peur que je n'arrivais même plus à contrôler le mouvement de mes ailes. Pourtant, il me fallait sortir de là. Il me fallait trouver quelque chose à manger. Tout tremblant, j'avançais sur la pointe des pattes, guettant nerveusement autour de moi. Sur la paroi du fond, je distinguais un amas d'abeilles occupé à construire quelque chose. Des rayons de miel. Et là où il y a des rayons de miel, me dis-je,
il y a du miel. J'avais toujours détesté cette pâte collante et sucrée, mais cette fois je n'avais pas le choix. Il me fallait en manger, et tout de suite. Prudemment, je m'approchai des ouvrières. Les observant du coin de l'œil, je les voyais faire des choses dégoûtantes. D'abord, elles se servaient de leurs pattes pour détacher de leur abdomen des sortes de flocons cireux qu'elles fourraient dans leur bouche, remuant leurs mandibules de haut en bas comme de petites machines à mâcher. Puis, elles recrachaient cette pâte et la modelaient pour construire les alvéoles. Ce spectacle répugnant me soulevait le cœur. Mais je n'avais pas le choix. Il me fallait manger du miel, même mêlé à de la bave d'abeille. Je déroulais ma longue trompe et m'en servant comme d'une petite pompe, j'aspirais une grosse goutte de miel. À ma profonde stupéfaction, je trouvais cela bon pour la première fois de ma vie. Je me mis à aspirer avec appétit comme si c'était du chocolat au lait. J'appris assez vite à rouler et dérouler ma trompe. C'était vraiment l'outil idéal pour ce genre de nourriture. Si je ne retrouve jamais le monde extérieur, me dis-je, je saurais maintenant me débrouiller avec le pollen des fleurs. Qui sait, je pourrais même devenir la meilleure ouvrière de cette ruche. Je faillis m'étrangler avec le miel. Qu'est-ce qu'il m'arrivait? Je commençais à me comporter comme une véritable abeille. Il fallait vraiment que je sorte de là avant qu'il ne soit trop tard. Je décidai de me mettre immédiatement à la recherche d'une issue quelconque, quand je me sentis brusquement épuisé, complètement vidé. Étaient-ce les effets du miel, ou bien toutes ces émotions? Autour de moi, les abeilles bourdonnaient sourdement. Avec un profond soupir, je me laissai aller contre un amas de corps soyeux. Je sombrai dans la chaude obscurité de la ruche, environné par son perpétuel bourdonnement, respirant le parfum sucré du miel. Je sombrai aux côtés de mes sœurs ailées. Je suis l'une d'entre elles maintenant, pensai-je vaguement. Je ne suis plus un garçon. Je suis une abeille qui s'endort dans sa bonne vieille ruche. Qui s'endort. Je m'éveillai en sursaut et fis le geste de chasser un insecte de mon visage. Il me fallut plusieurs secondes pour reprendre pied dans la réalité. Je n'étais pas allongé dans mon jardin, sous l'érable, guettant les abeilles du voisin. J'étais moi-même une abeille enfermée dans une ruche. Je me redressai, fis quelques pas et me trouvai aussitôt face à une autre abeille. Je n'aurais pas su dire si c'était celle que j'avais vue plus tôt, mais elle paraissait tout aussi furieuse, et elle se dirigeait droit sur moi. Je m'envolai sans attendre, aussi vite que possible, mais je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais. La ruche me semblait faite d'une série de longues galeries sombres. Tout autour de moi, des groupes d'ouvrières construisaient des alvéoles dans un bourdonnement incessant. Je me mis à chercher une issue, parcourant en tous sens les rayons de miel odorant et poisseux. De temps à autre, je déroulais ma trompe et aspirais une goutte de miel. Cette saveur sucrée m'écœurait maintenant. Mais j'avais besoin de soutenir mes forces si je voulais m'échapper. Tout en cherchant une porte de sortie, je remarquai qu'une tâche différente semblait assignée à chaque abeille. Les unes bâtissaient les alvéoles des rayons, d'autres servant de nurse au bébé. Et toutes ces petites bêtes ne cessaient jamais de travailler, méritant bien leur qualificatif de diligente abeille. Mais moi, errant au hasard dans l'obscurité, je commençais à perdre espoir. Il n'y a pas d'issue, me disais-je. Pas d'issue. Profondément malheureux, je me laissai tomber sur le sol de la ruche. À cet instant, 3 grosses abeilles s'avancèrent droit sur moi, bourdonnant agressivement, me heurtant de leur corps humide et soyeux. Visiblement, elles m'en voulaient. Peut-être me reprochaient-elles de ne pas faire mon travail. Comment leur faire comprendre que je n'avais pas la moindre idée de la tâche que j'étais censé accomplir? J'essayais de leur échapper en me glissant de côté, mais chaque fois, l'une d'elles me bloquait le passage. Ces 3 grosses abeilles me rappelaient Ted, Jack et Freddy. Je reculai vivement en voyant l'une d'elles pointer son dard vers moi. Elle voulait me tuer, ma parole, et je ne savais même pas pourquoi. Poussant un cri de frayeur, je fis demi-tour aussi vite que mes 6 pattes me le permettaient et me jetai dans un étroit couloir. Paf! Je venais de heurter violemment une autre abeille qui venait en sens inverse. Heureusement, elle se hâtait vers une tâche quelconque et sembla à peine me remarquer. Je poussai un soupir de soulagement et soudain, il me vint une idée. Où cette abeille s'en allait-elle donc si vite? Peut-être se dirigeait-elle vers une partie de la ruche que je n'avais pas encore explorée? Je décidai aussitôt de la suivre. Il fallait que je comprenne la disposition de cette ruche. Qui sait, peut-être cela m'aiderait-il à m'évader? Je m'élançai donc derrière cette abeille si pressée. Je pensais la rattraper rapidement, mais elle avait déjà disparu. Je la cherchai un long moment à travers les différents rayons, puis j'abandonnai. Rien à faire, Grégo le zéro, me réprimandai-je, tu es plus nul que jamais. Luttant de toutes mes forces contre le découragement, je déroulai ma trompe et aspirai une bonne gorgée de miel pour me redonner des forces. Puis je repris mes recherches désespérées. Tout à coup, je m'arrêtai dans un passage qui me parut familier. J'étais quasiment sûr que j'étais tombé là quand les gros doigts de Monsieur Anvers m'avaient introduit dans la ruche. Mais brusquement, un bataillon d'abeilles en colère se précipita vers moi.
« Eh, doucement !» protestai-je en reculant. Elles répliquèrent en émettant un étrange bourdonnement aigu. Qu'allaient-elles faire? Me menacer de leur dard? Passer à l'attaque? J'étais encerclé, je ne pouvais pas leur échapper et j'étais bien incapable de me battre, seul contre toute cette troupe. Cette fois, me dis-je, je suis perdu. Tremblant de tout mon corps, je me repliai sur moi-même, résigné, vaincu. J'attendis l'assaut. J'attendis encore. Mais les abeilles s'écartèrent sans me prêter davantage attention. Je remarquai alors une autre abeille qui se tenait seule, maintenant au milieu du cercle. Elle exécutait une sorte de danse bizarre qui tenait du rap et du rock'n'roll. Les autres l'observaient avec une extrême attention, comme si elles n'avaient jamais rien vu d'aussi intéressant au monde. Je comprenais qu'elles ne m'avaient nullement menacé, elles me signifiaient simplement de m'écarter afin de laisser la place à leurs collègues danseuses. Mais j'avais plus urgent à faire qu'admirer le spectacle. J'étais là à perdre du temps au lieu de chercher un moyen d'évasion. Je tentais de m'éloigner, mais les abeilles s'étaient rassemblées en une masse si compacte que je ne pouvais plus passer. L'abeille danseuse s'agitait de plus en plus frénétiquement et les autres ne la quittaient pas des yeux. Qu'est-ce que cela signifiait? Je me souvins alors d'un passage de mon vieux livre. Les abeilles envoyaient des éclaireuses pour repérer le pollen. Quand les éclaireuses revenaient, elles exécutaient une sorte de danse codée qui indiquait la route à suivre. Je ressentis une telle excitation que je me mis presque à danser moi aussi. Mais je n'en eus pas le temps, car l'essaim entier s'éleva soudain comme un sombre nuage bourdonnant. Déployant mes ailes, je m'élançai derrière lui. Bientôt les abeilles se disposèrent en une longue file sagement ordonnée, et l'une après l'autre s'échappèrent par une minuscule ouverture au sommet de la ruche. Je m'alignai comme les autres. Enfin, je voyais approcher le moment de mon évasion. Est-ce que ça allait marcher? Suivant l'abeille qui me précédait, je me glissai à mon tour par l'ouverture et me retrouvai enfin à l'air libre. Un instant, je suivis du regard les autres abeilles, déjà toutes à leur recherche du pollen. Je savais que je ressemblais trait pour trait à chacune d'entre elles. La seule différence, c'était qu'elles retourneraient volontairement à la ruche de Monsieur Anvers. Mais moi, je ferais tout mon possible pour ne plus jamais m'y laisser enfermer. « Je suis dehors !» m'écriai-je, laissant éclater ma joie. « Je suis libre !» Ébloui par l'éclatante lumière du monde extérieur, je voltai un moment à l'intérieur de l'enclos. Puis, je me dirigeai vers le trou que j'avais repéré dans le grillage du temps où j'occupais encore mon véritable corps. Je me souvenais qu'il se trouvait du côté de notre jardin. J'y volai tout droit et m'arrêtai brusquement. Oh non, ce n'est pas possible. Le trou avait été rebouché. Monsieur Anvers y avait déjà remédié. Tremblant de colère et de déception, je dus faire un effort énorme pour me calmer. Jetant un coup d'œil autour de moi, je remarquai alors qu'il ne restait plus une seule abeille dans l'enclos. Elles étaient toutes parties à la recherche de leur précieux pollen. « Mon pauvre Grégo », murmurai-je en me posant sur le grillage pour reprendre des forces. « Tu es vraiment le dernier des zéros. Où veux-tu qu'elles aillent chercher leur pollen, triple idiot? Sûrement pas à l'intérieur de l'enclos. Il y a forcément une autre ouverture quelque part. Et si tu avais sagement suivi tes charmantes copines, au lieu de faire le malin, tu serais déjà dehors à l'heure qu'il est. » Je n'avais plus qu'à explorer le grillage maille par maille pour trouver la sortie. À cet instant, la porte du garage qui donnait directement dans l'enclos s'ouvrit et j'entendis la voix ronronnante de Monsieur Anvers. « Eh bien, ma petite fleur de miel, qu'est-ce qu'on fait là toute seule sans bouger au lieu de travailler? On est malade? Mais je ne veux pas d'abeilles malades dans ma ruche, moi. » Pris dans la grande ombre de Monsieur Anvers, je me recroquevillai comme si cela pouvait m'aider à disparaître. Mais de gros doigts boudinés s'approchaient déjà de moi. Je hurlai de terreur. « Que va-t-il faire de moi ?» me demandai-je affolé. « Que peut-il bien faire de ces abeilles malades ?» Que faisait Monsieur Anvers de ces abeilles malades? Peut-être les jetait-il dans la poubelle, à moins qu'il ne les donne en pâture à cette perruche. Malgré mon épuisement, je me doutais qu'il fallait mieux ne pas attendre de le savoir. Il fallait que je m'échappe, un point c'est tout. À l'instant où les gros doigts de Monsieur Anvers s'apprêtaient à se refermer sur moi, je décollai brusquement sous son nez. Surpris, il recula et je m'envolai vivement hors de sa portée. Je vis alors quelques abeilles revenir de l'extérieur. Elles passaient par une minuscule ouverture dans un coin du grillage. Sans perdre une seconde, je m'élançai aussitôt vers la liberté. Mais au moment où je m'introduisais dans le trou, je percutai une autre abeille qui entrait en sens inverse. Elle me repoussa méchamment en bourdonnant de colère. Effrayé, je reculai précipitamment et m'accrochai au grillage. Je fus obligé de laisser passer une longue file d'abeilles de retour vers la ruche. Cela n'en finissait plus. Quand je fus assuré que la dernière d'entre elles était entrée, je me glissai à mon tour par l'ouverture et m'élançai vers l'extérieur. Libre, j'étais libre, le ciel entier m'appartenait. Et cette fois, Monsieur Anvers, m'écriai-je, oubliant d'un coup ma fatigue et mes angoisses, vous n'êtes pas près de revoir cette abeille-là dans votre ruche.
Je me posai sur une feuille et laissai le soleil du matin réchauffer mon dos et mes ailes. Une belle journée commençait, une belle journée qui me verrait retrouver mon vrai corps à moi. Je m'élevai brusquement dans les airs comme une fusée et entrepris un petit voyage de reconnaissance. J'entendis alors le grincement familier de la porte arrière de ma maison. « Au revoir, chérie », lança mon père en sortant. « Dis aux enfants que je rentrerai tôt ce soir. » Haletant, je m'avançai et pénétrai dans la cuisine juste avant que la porte se referme. Je me posai sur le buffet, tout frétillant de bonheur, embrassant du regard le décor familier. Que c'était bon d'être de retour à la maison, loin de l'obscurité poisseuse de la ruche. Ma maison était si jolie, et je ne m'en étais jamais rendu compte. Tap, tap, tap. Un bruit de pas. Quelqu'un venait. Je m'envolai au sommet de l'embrasure de la fenêtre pour mieux voir. Ma sœur. Peut-être arriverai-je à me faire entendre d'elle. « Véro, Véro !» criai-je. « Là-haut sur le rebord de la fenêtre, c'est moi, Greg !» Elle leva la tête, regardant dans ma direction. « Oui, Véro !» m'exclamai-je fou d'excitation. « Oui, c'est moi, c'est bien moi !»« Allons bon !» grommela ma sœur. Une des satanées bestioles de Monsieur Anvers a encore réussi à se faufiler ici. Ce n'était pas tout à fait la réaction que j'attendais, mais au moins ma sœur m'avait remarqué. Si je réussissais à me poser sur son épaule et lui parler à l'oreille, peut-être me comprendrait-elle. Tout frémissant d'espoir, je pris de nouveau mon vol et vins tourner au-dessus de sa tête. « Véro !» bourdonnai-je, « il faut que tu m'écoutes. »« Aïe !» Elle poussa un cri si aigu que toutes les vitres en tremblèrent. « Va-t'en de là, sale bête !» Elle agitait les mains dans tous les sens pour me chasser. « Ouille !» soufflai-je alors qu'elle me frappait violemment. Je m'abattis, à demi assommé, sur le bord de l'évier. Je n'eus que le temps de la voir saisir une tapette à mouche dans le placard à balai. « Non, Véro !» hurlai-je, « non, pas ça. Tu ne peux pas faire ça à ton propre frère. » Véro était redoutable, armée d'une tapette. Je le savais. C'était la championne de la famille. Elle ratait rarement son coup. Affolé, je voltais maladroitement d'un côté et de l'autre, tandis que dans une sorte de brouillard, je voyais la forme menaçante de la tapette s'élever et s'abattre. S'abattre, s'abattre encore. « Arrête, Véro !» criai-je de toutes mes forces. « Arrête, tu vas m'écraser !» J'étais fou de colère. Ma sœur n'était donc rien d'autre que cette créature sanguinaire. Ne pouvait-elle simplement ouvrir la fenêtre et me laisser m'envoler ? Bourdonnant faiblement, je me mis à zigzaguer à travers la cuisine, me cognant aux murs et aux étagères. Puis je m'élançai hors de la cuisine et survolai rageusement les escaliers, me dirigeant droit vers ma chambre. Puisque ma sœur ne voulait rien faire pour moi, j'allais obliger quelqu'un d'autre à m'aider. L'autre Grégory. Il y avait entre le bas de la porte et le plancher un espace suffisant pour qu'une petite abeille puisse s'y glisser. Je le savais. De mon lit, le soir, quand j'avais éteint la lumière, j'aimais y apercevoir la rassurante lumière du couloir. J'entrai. Le soleil traversait les volets, mais David Grégory dormait profondément. De le voir comme ça, si détendu, si visiblement chez lui, dans mon lit, me rendit encore plus furieux. « Réveille-toi, limace !» bourdonnai-je à son oreille. Il ne bougea pas. Il dormait la bouche ouverte, ce qui lui donnait un air passablement idiot. Ma bouche à moi ne bâillait sûrement pas comme ça quand je dormais. Je décidai de passer à l'attaque. J'atterris sur son front et lui marchai sur la figure avec application. Mes petites pattes d'insecte qui le chatouillaient finiraient bien par le réveiller. Il dormait toujours. J'escaladai l'une de ses narines sans que ça le fasse le moins du monde réagir. Non, mais quelle épave! Qu'est-ce qu'il a bien pu fabriquer avec mon corps pour avoir le sommeil aussi profond? Furieux, je remontai le long de son nez, longeai la lisière des cheveux et vins bourdonner de toutes mes forces dans le creux de son oreille. Bzzz. Aussi incroyable que cela paraisse, il ne fit pas un mouvement. C'était bien ma chance. David Wolf était aussi le champion des dormeurs. Découragé, j'abandonnai. Je me mis à volter à travers ma vieille chambre, redécouvrant mon lit, mon armoire, mon ordinateur. Mon ordinateur! Une idée fulgurante venait de me traverser l'esprit. Si je réussissais à inscrire un message sur l'écran, je pourrais faire savoir à mes parents ce qui m'était arrivé. Je m'approchais, tout bourdonnant d'excitation. Ouf! Il était branché. Quelle chance! Mais aurais-je assez de force pour appuyer sur les touches? L'écran bleuté semblait me souhaiter la bienvenue. Tout frémissant d'espoir, je me posai sur le clavier et me mis à sauter sur les lettres. Oui, j'étais assez lourd. Les touches fonctionnaient. Je fis une pause, le temps de reprendre mon calme. Qu'allais-je taper? Quel message inscrire sur l'écran?
Tandis que je réfléchissais, j'entendis David Grégory remuer derrière moi dans le lit. Il émit un grognement, il allait se réveiller. « Vite, me dis-je, tape quelque chose, n'importe quoi. Comme ça il verra le message dès qu'il se lèvera. » Je me mis à sauter d'une lettre à l'autre, épelant mon appel au secours. C'était épuisant, et mes yeux d'abeille n'étaient pas vraiment appropriés pour ce travail. Au bout de quelques instants, je n'en pouvais plus. Mais quand David Grégory s'assit dans son lit, en s'étirant, j'avais réussi à taper mon message.